Bonjour, bonsoir, bienvenue à nouveau sur ma chaîne Orchidée. Je vais aujourd'hui vous parler de l'épisode 11 de la saison 3 de la série Karma. Mais avant tout, on va célébrer, féliciter les lions de la Teranga pour leur belle prestation. Félicitations, continuez comme ça, on est derrière vous, continuez de nous faire plaisir. Donc pour en revenir à l'épisode, donc on voit une ouverture de cet épisode à la morgue avec Amelia et Malika, toutes deux qui sont là pour pouvoir identifier le corps qui a été retrouvé. Elles sont toutes deux confrontées à leurs souvenirs du deuil. Malika par rapport à la perte dans un accident de voiture de son mari et de sa fille, et la perte d'Anna concernant Amelia. Donc c'est des scènes assez poignantes, très tristes, pour finalement qu'il y ait un dénouement, on va dire, pas heureux, mais un léger soulagement, puisqu'on constate qu'Amelia s'est dévouée donc pour identifier le corps, et ce n'est finalement pas Majib. Ouf, on respire. Donc on peut bien espérer que Majib finira par avoir la vie sauve, je l'espère en tout cas, puisqu'on constate qu'il est bel et bien vivant, mais kidnappé, séquestré, enchaîné. Donc la scène de la morgue, j'ai relevé quelques éléments qui étaient intéressants. C'est d'une part Amelia qui s'est, entre guillemets, dévouée pour identifier le corps, pour ne pas que Malika ait à le faire. C'est encore une fois la preuve qu'Amelia est une fille quand même très 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 forte par rapport à tout ce qu'elle a vécu depuis l'enfance. Elle a dû surmonter l'abandon de sa mère au profit de son beau-père qui a exercé des sévices sur elle, et la personne qui devait la protéger ne l'a pas fait, donc sa mère, quand bien même elle l'entretenait matériellement parlant, mais émotionnellement pas du tout. Donc elle a perdu toute confiance en autrui. Elle a eu sa grand-mère, heureusement, qui d'ailleurs on ne voit plus. Ça serait bien qu'on la revoie au vu des événements qui se passent. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu sa grand-mère. Et effectivement, depuis enfant, on voit qu'elle s'est construit cette carapace-là. Elle a l'image de la fille forte, de la fille combative, sauveuse, à la limite le syndrome d'infirmière, j'aimerais dire même d'ailleurs, mais c'est à son détriment, puisqu'effectivement on voit que son entourage minimise ses ressentis, son vécu, ses désirs, puisqu'on voit à la morgue la scène entre elle et son beau-père qui la félicite, si on peut dire ça ainsi, d'avoir eu le courage d'identifier le corps, et d'autre part il lui demande de se rapprocher de Malika pour qu'elle se soutienne, quand bien même il est au courant de leur passif. On voit également qu'il insiste sur le fait que Malika est très bouleversée par rapport à ce qu'elle a vécu dans le passé, par rapport à la perte de sa famille, mais à aucun moment il n'évoque le deuil même qu'Ami a également vécu concernant sa cousine Anna, et d'autant plus que sa femme est responsable du décès de cette dernière. Donc on voit vraiment qu'on minimise et on la déshumanise presque, on minimise ses ressentis, ses émotions, sa peine au profit du bien-être d'autrui, et à son détriment, donc par conséquent. Et dans cette scène avec son beau-père, on voit qu'elle est dos au mur, et elle est littéralement, et être dos au mur, cette expression veut dire ne plus pouvoir reculer, être obligé de faire face.
Et depuis petite, elle est obligée de faire face à beaucoup de choses, hein, notamment les sévices de son beau-père. Hein. Euh, donc elle est tout le temps en train de combattre pour les autres. Elle fait constamment face aux autres également. Et elle est rarement épaulée, soutenue, entourée. Tout le fait qu'elle a souvent des accès de colère, notamment comme on l'a vu dans la saison 1 et 2. Là, elle est beaucoup plus apaisée qu'avant, mais toute cette accumulation euh, euh, de pression, de frustration, de colère euh, ne ressort pas toujours de la bonne manière. Et, et malheureusement, elle en fait les frais, hein, souvent même envers, envers elle-même. On sent elle n'a pas toujours une bonne estime d'elle. Donc c'est vraiment intéressant, hein, de voir que être qualifiée de forte ou vue de fort n'est pas forcément une bénédiction. Hein. Ça peut très vite être un engrenage difficile à se débarrasser, hein, un emballage difficile dont il est difficile de s'en sortir, hein, plutôt. Donc ça serait intéressant de développer ça et cet aspect-là d'Amelia et de voir comment elle va pouvoir surmonter cela. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a quand même eu le courage de bien dire à son beau-père que ça serait fastidieux, voire impossible pour elle de se rapprocher de Malika. Et la scène qui s'ensuit est intéressante puisque on voit Amelia en pleine réflexion par rapport à la conversation qu'elle vient d'avoir. Et lorsqu'on zoome, on voit qu'elle est dans le doute. Elle est tiraillée entre l'empathie qu'elle a et ce désir d'aller soutenir Malika. Et en même temps, elle est tiraillée entre cette empathie-là et son intuition qui lui dit attention, méfie-toi avec tout ce que tu sais, de quoi elle est capable, son instabilité. Et là où on voit dans la scène que c'est intéressant et qu'on voit bien l'instabilité et le flou, hein, ce flou-là qu'il y a autour de Malika, et le fait qu'on n'arrive pas vraiment à la cerner, c'est le fait qu'elle soit floutée. Hein. Son image est floutée, on ne la voit pas clairement. Donc là, le fait que son image soit floutée, ça montre d'une part que Camillea est dans le doute par rapport à la manière dont elle n'arrive pas à cerner du tout Malika et le fait qu'elle soit tiraillée, hein, ce que je disais précédemment. Et d'autre part, ça révèle en fait l'état psychologique très instable de Malika, le fait qu'elle a des idées brumeuses, sombres, et ce qui est intéressant, on voit qu'elle est adossée au barreau de la fenêtre derrière elle, et c'est comme si c'était pour nous rappeler sa position, et le fait qu'il y ait des barreaux, c'est comme si c'était pour nous rappeler que sa place est réellement normalement en prison au vu de ce qu'elle a effectué comme méfait. Et d'autre part, ces barreaux-là font référence à une prison psychologique parce qu'on voit qu'elle tourne en rond, elle est enfermée dans son passé et dans ses douleurs psychologiques, elle n'arrive pas à s'en extraire. Hein. C'est très révélateur de son état psychologique et du coup de ce qu'elle renvoie à son entourage. Malgré tout, Amelia, dans son élan d'empathie et quand même avec maturité, se rapproche de Malika. Elle lui prend même la main. Même Malika a été choquée. Hein. Le visage que l'expression du visage de Malika peut être un mème, tellement j'ai beaucoup aimé l'expression de son visage. Hein. Elle était tellement surprise. Pour moi, ça équivaudrait à la tête qu'on a et qu'on fait devant nos écrans à chaque fois que dans cette série on nous fait croire qu'un personnage va décéder alors que c'est pas le cas. Mais pour en revenir à cette scène où elle lui prend la main, on constate que l'enchevêtrement de leurs doigts forme le signe infini, comme si ça laissait sous-entendre
que c'est une alliance éphémère. C'est une alliance empoisonnée, hein, pour faire référence au titre de ma vidéo, puisqu'il y a plusieurs alliances empoisonnées que l'on peut relever dans cet épisode, et qui se sont avérées. C'est une alliance empoisonnée avec ce signe de l'infini là à nouveau, qui fait référence encore au titre karma. On sent que les hostilités vont reprendre en fait, hein. C'est une accalmie temporaire, d'autant plus qu'Amelia a mandaté Jazz pour révéler une information compromettante concernant Malika. Donc les hostilités vont reprendre de plus belle avec des ripostes, et ça ne finira pas de sitôt, je pense. D'autant plus que Amelia devrait quand même rester prudente par rapport à son rapprochement avec Malika, parce que à tout moment elle peut être en danger, et si elle baisse sa garde, malheureusement même sa fille, entre guillemets, donc sa nièce, peut être également en danger, donc à vraiment faire attention. Un point important également à soulever, une scène qui était intéressante, c'est la scène où on voit Malika avec ses deux amies. Elles sont à son domicile face à la piscine, et cette scène montre que Malika est très mal entourée et qu'elle ne voit vraiment pas clair dans le jeu de Kani. Et cette scène, en fait, selon moi, est un parallélisme avec la croyance dans l'islam. Je ne suis pas musulmane, mais j'en ai souvent entendu parler. La croyance dans l'islam indiquant que chaque être humain a un ange sur chacune de ses épaules, et que l'ange qui est du côté droit fait référence aux bonnes actions, et l'ange du côté gauche fait référence aux méfaits. Et donc il y a deux lectures lorsqu'on est face à cette scène. Nous, en tant que spectateurs, ayant un regard global et voyant tout, on constate qu'à droite, c'est Siam qui est placée, donc la voix de la raison, qui est une fille qui est quand même apaisante, qui aime apaiser les situations, qui donne des conseils tempérés, plein de sagesse à Malika, tandis que selon notre point de vue, notre angle de vue, à la gauche de Malika, c'est effectivement sans surprise Kani, qui la pousse à être vindicative, revancharde, agressive, la poussant à toujours fomenter des plans machiavéliques, qui représente donc l'ange qui soupèserait les mauvaises actions. Mais ça, c'est de notre point de vue, parce que du point de vue de Malika, bien entendu, étant donné qu'elle est fragilisée psychologiquement, elle a un discernement qui est totalement altéré. Par rapport à sa position, c'est Kani qui pourtant lui donne des mauvais conseils, qui est à sa droite, donc qui serait faussement apparenté aux bonnes actions, et Siam, à contrario, qui elle, à sa gauche, lui donne de bons conseils, est faussement apparentée aux mauvaises actions, et qui est une fille dans ce trio-là qui est considérée comme la faible, parce qu'elle n'est pas dans la surenchère de méchanceté, de plans machiavéliques, et elle n'est pas prise vraiment au sérieux, hein. On le voit, elle est considérée comme naïve dans ce trio infernal, alors que c'est elle, effectivement, la voix, entre guillemets, de la raison. Un autre point intéressant, c'est effectivement l'apparition de Mansour dans l'épisode précédent. Déjà, on l'a vu revenir. Un point important avant qu'on passe à Mansour, on voit également à nouveau une alliance empoisonnées, dans le trio, lorsqu'elles sont face à la piscine. On voit qu'elles ont toutes les trois leurs mains réunies, alors que parmi elles, il y a une traîtresse, effectivement, qui est Kani. Donc pour revenir à Mansour, donc le mari
donc le beau-frère Ndeye-Marie, hein, le mari de la sœur Ndeye-Marie qui réapparaît. Donc c'est plutôt intéressant de découvrir qu'il est stressé face aux informations. Donc il a clairement, comme on pouvait le soupçonner, un lien avec ce trafic de diamants et le kidnapping de Majib. Je ne serais même pas étonnée qu'il soit complice avec Abou. Avec le père Ndeye-Marie, je ne pense pas, mais avec Abou, ça ne m'étonnerait pas. Un point intéressant aussi qui fait référence à mon titre, c'est les alliances donc empoisonnées. C'est le fait que dans l'épisode 3, dans l'épisode précédent, dans l'épisode 10 de la saison 3, lorsqu'il est revenu de voyage, on voit qu'il y a un enchevêtrement, je sais pas comment dire ça, il y a une étreinte des mains entre lui et sa femme. Donc on voit que normalement, voilà, l'étreinte entre deux mains, c'est la complicité, la confiance, la connivence. Là, clairement, c'est une étreinte empoisonnée, étant donné qu'il a transféré de l'argent sur le compte de sa femme, sachant que c'est de l'argent sûrement sale. Et j'espère qu'il ne va pas l'entraîner dans sa chute, hein, et qu'elle ne sera pas impliquée indirectement dans cette affaire. Un autre point intéressant, c'est Ndeye-Marie qui est en pleine conversation avec Ziggy. Ziggy qui a pris en maturité depuis la saison passée. On voit que depuis le baiser qu'il y a eu entre eux au mariage, on a un tout autre Ziggy qui tente quand même de lui donner de bons conseils et il la cerne très bien. Il a adapté son comportement à son tempérament. Il cherche vraiment à la comprendre et à la connaître puisqu'il ne vient plus de manière frontale comme dans les épisodes précédents. Là, on voit effectivement qu'il est venu de manière très subtile parce que là, le réalisateur nous a fait arriver directement dans une conversation entre eux qui était déjà établie. Donc c'était vraiment très fluide. Ils ont parlé de manga, donc quelque chose qui fait plaisir à Anne-Marie, puisqu'Anne-Marie dit que ça lui permet, donc on comprend que ça lui permet de s'évader. Et donc il est parti sur une conversation très détendue pour en arriver à une conversation plus profonde et la pousser à une réflexion. Il lui a donné de très bons conseils, très mûrs. Il l'a mise en garde, j'ai beaucoup apprécié, il est très mûr, ils étaient dans un cadre apaisant et contrairement à lorsque Ndeye-Marie est face à Boris, il y a un réel contraste entre la couleur de leurs vêtements. Là on voit qu'ils ont porté des vêtements avec des tons plutôt similaires, plutôt harmonieux, très neutres, et dans un cadre très apaisant. Donc est-ce que ça laisserait présager que par la suite ils seront ensemble et que Ziggy est la personne qui est faite pour Ndeye-Marie. On voit que cette scène entre Ziggy et Ndeye-Marie contraste totalement avec la scène avec Aziz, pardon. Là effectivement de prime abord lorsque la scène s'ouvre, elle s'ouvre sur Aziz qui apporte à manger à Ndeye-Marie, hein, il la reçoit chez lui. On est directement sur l'assouvissement d'un besoin primaire, hein, donc la faim. Et en fait, il y a plusieurs points à relever. Donc il y a déjà l'assouvissement d'un besoin primaire. Donc pour moi, ça fait référence au fait que la relation, dans tous les cas, elle ne pourra jamais mener à quelque chose, selon moi, hein, de sérieux. Ça sera purement charnel. Il n'y aura rien de plus, en fait. Ça restera du désir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il apporte une assiette sur laquelle il y a déjà 4 sandwichs déjà préparés. Il ne lui donne pas tout simplement un des sandwichs qu'il a déjà préparé, mais il prépare un sandwich supplémentaire devant elle. Et ça m'a fait penser, un parallèle selon moi avec ce qui se passe mentalement entre deux. En fait, il y a Aziz qui lui a déjà un plan
prédéfini, il sait où il veut aller avec Nday Marie et il est en train de tout mettre en place subtilement pour arriver à ses fins. Tandis que Nday Marie, elle, est perdue, elle plane un petit peu, elle sait pas trop ce qu'elle fait. Et donc du coup, comme elle est sans plan, elle est devenue le plan d'Aziz. Et donc Aziz, il mène sa barque. Et je me suis intéressée également au chiffre 4, étant donné qu'on voit qu'il y a, si je ne m'abuse, 4 sandwichs placés sur l'assiette. Et donc j'ai vérifié un petit peu ce que signifie le chiffre 4. Le chiffre 4 signifierait, symboliserait la réalisation concrète de quelque chose et ferait référence au matériel. Donc là, justement, on sent qu'il aimerait passer à quelque chose de concret avec Nday Marie, et puis finalement, il le dit clairement, lorsqu'elle le piège pour en savoir plus sur ses intentions. Il se passait donc de cette relation ambiguë à un couple établi, et, et ça, il l'a fait quand même sournoisement, puisque leur relation était normalement censée être basée sur de l'amitié, entre guillemets. Donc la réaction de Nday Marie ne s'est pas fait attendre, Elle a mis fin à la relation. Donc un point intéressant aussi à soulever, lors de la scène entre Aziz et Nday Marie, on voit qu'Aziz tient la main de Nday Marie pour établir un contact physique, et ça fait référence au titre de la vidéo concernant les alliances empoisonnées, puisque là c'en est réellement une, puisque les intentions à ce moment-là d'Aziz sont encore méconnues et assez floues de Nday Marie, et on constate qu'il y a un réel décalage entre ses intentions à lui et celles de Nday Marie en entrant dans la construction de cette relation. Et de plus, on constate également qu'Aziz démontre une certaine dépendance affective par rapport à Nday Marie. Il est dépendant d'elle, émotionnellement parlant, puisque la manière dont il saisit la main de Nday Marie est directement me fait penser à la manière dont un nourrisson saisit la main d'un adulte. Souvent, le nourrisson entoure le pouce de l'adulte de toute sa main. Et ça me fait penser justement à... C'est comme s'il avait une position effectivement de dépendance, qui se sent totalement... comme s'il se sentait vivant qu'à travers cette attention-là que Nday Marie pourrait lui porter. Donc c'est également un point intéressant que je voulais soulever. On voit par la suite un Ziggy dévasté, avec une conversation avec un de ses amis qui lui dit quand même quelque chose de vrai, que Nday Marie, si elle était quand même si honnête que ça, elle ne se serait pas laissée emportée dans cette relation cachée avec avec Aziz. Quand bien même elle a rien fait physiquement avec lui, ça reste quand même de la tromperie, bien sûr, puisqu'elle mentait à Boris, lorsqu'elle le retrouvait. Donc là, en espérant que la décision qu'elle a prise va bien, effectivement, va perdurer dans le temps, tout simplement. Et s'il advient qu'elle se sépare de Boris, je la vois bien sûr pas avec Aziz, mais plutôt avec Ziggy. Ils auront une relation beaucoup plus forte, beaucoup plus profonde, je pense. Donc qui dit Nday Marie dit Boris. Pour clôturer cet audio, on voit un Boris qui est à nouveau avec un côté de son visage lumineux, le côté gauche plus éclairé que le côté droit, Donc ça fait à nouveau référence à ce que j'évoquais dans la vidéo précédente, où je dis qu'on va découvrir une face plus sombre et peut-être même violente de la part de Boris. Lorsque Lamartine a écrit un seul être vous manque et tout est dépeuplé, et ben ça s'applique bien à Boris, sauf étant donné que
il ne trouve pas soi-disant un dossier. C'est ce qui le met en rogne, alors qu'au fond, on sait très bien que c'est le cœur d'Ndaye-Marie qui n'arrive pas à trouver, qui l'exaspère. Et une scène intéressante aussi, c'est lorsque son père lui sert un verre d'eau qu'il ne remplit qu'à moitié ou aux 3/4, pas entièrement en tous les cas. Ça fait référence donc au couple de Boris et Ndaye-Marie. Est-ce qu'ils arriveront à voir le verre à moitié plein ou le verre entier uniquement à moitié vide? Et à ce moment-là, on peut se demander si une nouvelle complicité pourra naître entre eux. Ndaye-Marie va-t-elle se remettre en question et va-t-elle se donner du temps pour voir si elle développe des sentiments pour lui? Va-t-elle essayer de construire un réel lien avec son mari? Va-t-elle essayer d'avoir, dans un premier temps, un mariage de raison pour ensuite éventuellement développer des sentiments par la suite? Ou va-t-elle tout simplement mettre un terme à tout cela pour ne plus souffrir, ne pas faire souffrir Boris si elle sait que pertinemment il n'y aura jamais plus, puisqu'elle le qualifie toujours comme un meilleur ami uniquement? Et à ce moment-là, est-ce qu'elle va mettre un terme à sa relation? Ou est-ce que par le biais du terme meilleur ami dont elle l'a qualifié face à Aziz, elle va se donner du temps justement pour creuser enfin cette relation et ne plus être emprisonnée par ce qui s'est passé avec Ami, etc. Et est-ce qu'elle va vraiment prendre le temps de travailler sur elle, de se poser, est-ce qu'elle va prendre le temps de travailler sur ses blessures, se réparer pour justement ne pas faire souffrir et ne pas répéter les schémas, puisqu'elle a parlé de répétition des schémas, sauf qu'elle se déresponsabilise totalement, comme si c'était toujours la faute des autres, alors que si les schémas se répètent, c'est parce qu'il y a des leçons qu'elle n'a pas saisies et elle répète à nouveau les mêmes comportements, pensant que ça va donner lieu à de plus beaux fruits, à de meilleurs résultats, alors que ça donne toujours le même résultat très négatif. Donc ça serait intéressant qu'elle fasse le point là-dessus. Et comme elle a parlé de naïveté, qu'elle soit aussi un petit peu... qu'elle soit plus alerte, qu'elle arrive à mieux cerner les gens, puisqu'on voit qu'elle aussi, elle était dans une alliance empoisonnée avec Aziz, puisque à nouveau, on voit qu'il lui avait pris les mains, plein de bonnes intentions d'apparence, et finalement il s'est révélé qu'il ne la considérait pas comme une simple amie, bien entendu. Elle devait également un petit peu s'y attendre, étant donné que c'est un ex, c'est toujours délicat, je pense, et de toute façon avec la maturité, je pense que petit à petit elle va comprendre certaines choses, et elle va de moins en moins se retrouver, je l'espère en tout cas pour elle, dans des situations inconfortables. Donc voilà ce que j'avais à dire concernant cet épisode. Un point important également qui n'a pas de lien direct avec la série, c'est le wedding blues, et c'est Boris et Ndaye-Marie qui m'ont fait penser à cela. Le wedding blues, c'est lorsque un jeune couple se marie quelques jours ou quelques semaines après le mariage, une fois que l'effervescence, l'adrénaline, les festivités retombent, l'un des conjoints ou les deux tombent dans une dépression suite à la célébration du mariage, et ça peut donner lieu à des séparations, des conflits dans le couple, ou parfois même ça peut mener à un divorce. C'est un sujet assez tabou qui, je pense, c'est comme le baby blues, est tabou parce que sûrement les personnes concernées se sentent honteuses, et à tort malheureusement, mais c'est pas évident, elles se sentent honteuses de ressentir ce désarroi là, alors que ça peut arriver et qu'en ayant de l'aide, ça peut justement résoudre beaucoup de choses, comme lorsque on fait face à un baby blues par exemple. Donc voilà, c'est une petite parenthèse qu'on va pas aborder, qu'on ne va pas développer ici bien entendu, ça serait trop long, mais ça peut être intéressant que chacun se renseigne dessus, surtout lorsqu'on a l'optique de s'intéresser au couple, etc. Et mes coups de cœur, pour terminer sur une note plus douce,
sont pour Maï et Nathalie. Dans cette scène, je les trouve très belles, bien habillées, bien maquillées. Bon, déjà de base, ce sont de très belles femmes, mais là, je sais pas, je les ai trouvées tellement pétillantes. Elles sont magnifiques, voilà, tout simplement. Il y a également la maman d'Amiléa, Dibo, très belle également. Sur cette image, voilà, très classe, j'aime beaucoup. Et le dernier coup de cœur sera pour Nathalie et Batima Samba, qui dans cette scène correspondent vraiment au couple, ressemblent à un couple installé, apaisé, qui reçoit chez eux, etc. Et ce serait vraiment intéressant de voir la formation de ce couple, à voir si ça sera développé effectivement. Donc c'était tout pour moi concernant l'analyse de cet épisode. S'il y a des choses que vous souhaitez rajouter, des choses que je n'ai pas vues, d'autres interprétations, ou des commentaires que vous souhaitez laisser, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.